Salut tout le monde, 50% Matos, épisode 8. Salut Douglas. Salut Damien. Aujourd'hui au programme, Polar Pro tente de protéger nos appareils et objectifs. Nikon envoie son matériel dans l'espace. On verra que Canon et Sony se prétendent tous les deux être numéro 1. On verra aussi comment bien choisir sa carte de stockage grâce à un nouvel indicateur. Encore une révolution liée à l'intelligence artificielle. On parlera du marché gris, bon plan ou non. Et on répondra évidemment à vos commentaires, parfois pimentés, notamment sur le X106 qui est adulé par certains et critiqué par d'autres. Habituellement d'ailleurs, on termine par notre actu du moment, mais cette semaine il s'est passé un truc de fou avec le X106, donc on va commencer par ça. Sauf si vraiment vous avez rien regardé de la semaine, vous n'avez pas pu le louper. 6e génération du compact expert de chez Fujifilm. Ce qui est rigolo, c'est que franchement, il a rien de révolutionnaire le boîtier. C'est une 6e génération d'un boîtier qu'on commence à très très bien connaître. En termes de technologie, il n'y a pas un énorme bond en avant. En fait, c'est pas un appareil qui est technologique. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'habituellement, ce qui fait des énormes succès, c'est quand on a un bond technologique. Lui, il a absolument rien en termes de bond technologique. Et pourtant, c'est un phénomène comme on n'en a pas vu depuis très très longtemps dans l'histoire de la photo, puisque Phototrend parle du plus gros lancement de l'histoire de la photo. Alors je pense que il s'emballe un peu, moi je dirais de l'histoire des hybrides, mais c'est déjà énorme. Ça fait des années et des années qu'on n'avait plus vu ce genre de volume-là. Je sais pas, toi, Douglas, en magasin? Ouais, clairement, ça fait aujourd'hui 15 ans que je fais ce métier à peu près. J'ai jamais vu un engouement aussi important en termes de trafic, en termes de sujets vidéos qui sont sortis, commentaires sous les vidéos, etc. Et bien évidemment en engouement de commandes. Pour moi, le produit de ces dernières années qui avait connu un engouement plus important, c'était le Canon R7 l'année dernière, ou il y a un an et demi. Là, on dépasse encore très largement les performances du R7, surtout qu'on parle de performances ahurissantes en 3 jours. C'est-à-dire que le produit il a été annoncé il y a 3 jours. On est déjà sur des niveaux d'engagement de commandes qui sont ahurissants. Et effectivement, je pense il s'est passé un truc en fait sur ce produit-là. On a quelques explications, on va y venir après. Mais en tout cas, niveau engouement, clairement, c'est du jamais vu. En tout cas, moi, je pouvais pas avoir plus faux, dans le sens où la veille, franchement, je prétendais qu'il allait rien se passer de spécial, que tout ça, c'était très surfait, et que, pour moi, c'était un boîtier parmi d'autres, finalement. Et pour aller encore plus loin, je veux dire, moi, à chaque fois que je sens un coup, je me dis, je vais faire une masterclass sur ce boîtier-là. Clairement, sur ce boîtier-là, je propose pas de masterclass, j'avais pas prévu d'en faire une. Je fais aucune opération spéciale dans ma vidéo. Donc vraiment, je l'avais pas compris, je l'avais pas anticipé. Pour moi, je l'ai présenté comme un boîtier parmi tant d'autres en définitive. Et en fait, je l'ai tout de suite vu. La vidéo a fait un nombre de vues, elle a été classée au bout d'une heure. Elle était sur YouTube, quand on sort une vidéo, elles sont classées 1 sur 10 par exemple, en fonction de est-ce que c'est la meilleure des 10 dernières vidéos que tu as fait. Elle a tout de suite été 1 sur 10. Et rapidement, je me suis aperçu d'un volume avec mon lien d'affiliation, justement chez IPLN. Merci à tous ceux qui mettent le code créateur Damien. Encore une fois, ça m'aide et vous avez été pas mal de nouveaux en plus à commander ce boîtier-là pour la première fois. Donc c'était vraiment génial. Merci à tous pour votre soutien. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai vu que, waouh, le nombre de gens qui commencent à commander ce boîtier-là tout de suite, c'est fou. Et ça s'explique peut-être aussi parce qu'il y avait 2 ans de demandes à satisfaire. Vous avez une alerte sur ipln.fr pour être prévenu en cas de remise en stock d'un produit. C'était celui qui avait le plus de demandes. Ouais, effectivement, on en avait discuté un peu ensemble, Damien, avant la sortie du produit, et on s'était partagé un petit peu nos avis sur la question. Nous, il y avait plusieurs signaux qui nous laissaient à penser que ça allait être effectivement un carton. Le premier, c'est que sur le site, sur tous les produits, il y a une sorte de cloche qu'on peut activer pour être notifié lorsque le produit arrive en stock. Et nous, derrière cette data-là, on l'analyse. En l'occurrence, le X105 était le produit, bien évidemment, numéro 1 en termes de sollicitation de retour en stock, mais 3 à 4 fois supérieur en termes de demande par rapport au produit qui était deuxième. Donc il y avait un fossé qui existait, qui était énorme, qui montrait que du coup, tous ces gens-là qui n'ont pas pu l'acheter allaient être directement intéressés par son successeur, parce que au final, alors bien sûr que on peut analyser la chose de 2 manières différentes, mais ils auraient pu aussi le sortir à un tarif encore plus important au vu des améliorations qui ont été mises. Là, au final, même si c'est 200 € plus cher, ça reste entre guillemets que 200 €. Donc tous les gens qui avaient pour objectif d'acheter le 105, mais c'était obligatoire qu'ils allaient immédiatement switcher sur un 106. Ça, c'était le premier signal. Le deuxième, c'est après effectivement les sollicitations en boutique, par téléphone, sur le chat, par mail, où clairement j'ai jamais vu avant l'annonce d'un produit des gens qui voulaient nous précommander le produit
alors qu'il n'était même pas annoncé en fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui venaient, nous disaient je veux mettre un acompte pour commander le produit, alors que le produit était même pas annoncé, on connaissait même pas les specs, c'était encore quel état de la rumeur. Donc compliqué pour nous aussi de prendre des commandes sur un produit donc on connaît même pas le prix, etc. Donc voilà, c'était les deux signaux qui montraient que ça allait être un carton. Et je te rejoins, Damien. C'est effectivement, il y a plusieurs explications à ça. C'est voilà, cette pénurie qui a été créée pendant quasiment, qui est arrivée pendant quasiment 1 an et demi sur le X105, a alimenté pour moi cette fameuse hype, cette fameuse tendance, ce fameux phénomène de rareté, et il a été cultivé pendant 1 an et demi à en devenir un produit d'une rareté exceptionnelle, et à attirer l'attention de personnes qui normalement n'auraient jamais regardé ce produit-là. Moi, j'ai publié ma vidéo comme je publie pour quasiment toutes les nouveautés. Tout de suite, je vois qu'il y a plus de vues. Beaucoup plus de vues. Le lendemain, je décide de mettre un petit budget de 300 € pour la promouvoir en me disant que des fois, quand on met un petit budget comme ça permet à Google finalement de proposer la vidéo à un cercle un peu plus large que ce qu'ils l'auraient fait habituellement. Ça permet d'être découvert finalement par des gens qui de base s'intéressent pas directement à la photo et à la vidéo. Donc c'est toujours intéressant d'essayer d'étendre un peu son audience. Et ce petit truc-là, je sais pas si c'est entièrement dû à ça ou est-ce qu'il y aurait eu une partie sans ça. 5 millions d'affichages, c'est-à-dire que Google a estimé pertinent de montrer cette vidéo à 5 millions de personnes. Donc évidemment, ils n'ont pas tous cliqué dessus. Enfin, ça montre que Google a estimé que c'était intéressant pour beaucoup de gens. Et pour l'avoir fait sur d'autres vidéos, ça m'était jamais arrivé. C'est quelque chose qui est genre 20 ou 30 fois supérieur à ce que fait d'habitude Google. Plus de 100 000 vues sur la vidéo. Là, d'ailleurs, au moment où on enregistre, 132 000 vues sur la vidéo. Donc là aussi, c'est devenu la vidéo la plus populaire de ma chaîne, puisque jusqu'à maintenant, la vidéo la plus populaire de ma chaîne, c'était le 1200 mm avec 94 000 vues, 132 000 vues en 3 jours sur le X106. Autant dire que j'avais jamais vu ça, et 20 000 nouvelles abonnés. Inexplicable pour moi en tout cas. Ça, la journée avait été un peu folle, inexplicable. Je sais pas d'où exactement qui sont ces gens. On voit les performances d'ailleurs ici, 14 fois plus que l'habituel. C'est vraiment Ce qui est encore bizarre. plus fou, en fait, c'est que c'est en plus de ça, t'as pas eu le produit, c'est même pas un test, c'est simplement, on va dire entre guillemets, c'est une vidéo react à l'annonce où c'est simplement ton avis, tu informes les gens des nouvelles spécifications, mais contrairement à une vidéo qui était jusqu'à présent la plus populaire chez toi, qui était la vidéo du 1200 mm. Alors bien sûr, il y avait l'attrait, la curiosité du 1200, c'est hors norme, mais il y avait un vrai test derrière. Là, c'est une vidéo actu qui pète tout. Ouais, moi, enfin, en tout cas, je l'avais jamais vu sur ma chaîne. Effectivement, bon, moi, ça m'a. Si je propose une présentation du produit à la place d'un test, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Hein. Moi, j'avais envie, à chaque nouveauté, j'essaye d'avoir une vidéo. Donc, je fais la meilleure vidéo que je peux. Si j'ai que les informations, je fais une vidéo pour présenter les informations, puisqu'au moment où on annonce un produit, la première question que se posent les gens, c'est quoi comme produit? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Ces informations-là, je les avais, donc je fais la vidéo telle que je peux la faire. Et voilà. Mais c'est vrai que c'était une vidéo où je m'attendais à 10, 15 000 vues. Le cas devienne la vidéo la plus vue de la chaîne. C'est quand même un peu surnaturel et c'est probablement ça le meilleur mot pour qualifier ce produit. C'est irréaliste en fait. C'est complètement décorrélé de toute réalité. Alors on va essayer de comprendre un peu ce phénomène-là et comment Fujifilm l'a construit volontairement ou non. L'histoire le dit pas. Et quand on regarde la courbe pour essayer de comprendre à quel moment c'est devenu un phénomène, on s'aperçoit qu'au moment où il le lance en février 2020, franchement, il se passe rien de spécial. Hein. C'est une courbe tout ce qu'il y a de plus plat, habituel. Et il se passe un truc, mais quasiment 2 ans, 1 an et demi après que ce produit était annoncé, il était en stock partout, ce produit. Il n'y avait aucun problème de rupture où il y avait aucune hype particulière. Il se destinait à un public de photographes de rue, qui reste quand même une niche. Et d'un coup, vers la fin de l'année 2022, on voit un énorme pic ici. On est aux alentours de Noël 2022. Ce qui se passe, c'est que il y a une vague de TikTokers et d'Instagrammeurs qui commencent à en faire un espèce d'objet fétiche, d'objet de mode, qui affichent de plus en plus à l'intérieur de leur format court. Et grâce à quelque part l'influence de toutes ces influenceurs entre guillemets combinés, ça devient un appareil photo déjà beaucoup plus connu que les autres appareils qui sont probablement connus principalement par une espèce de niche de gens comme moi, comme toi, qui s'intéressent au monde de la photo et de la vidéo. Là, mon fils était capable de me parler du X100. Il a 11 ans, il en a rien à faire de tous les boîtiers qui passent à la maison. Il les regarde pas, ça l'ennuie comme c'est pas possible. Le X100, il le connaît, 11 ans.
parce qu'il l'a vu dans des shorts. Et en fait, c'est à ce moment-là où le boîtier, évidemment, puisqu'il y a une énorme hype, entre guillemets, donc ça devient un phénomène, il devient absolument introuvable partout. Et depuis ce moment-là, Fujifilm n'a jamais réussi, il y a le Covid qui est passé par là, évidemment, hein, mais Fujifilm n'a jamais réussi à reprendre le fil et à livrer les commandes. Depuis ce moment-là, c'est rupture de stock et c'est devenu un peu l'objet, haha, je te mets au défi de le trouver. C'est un peu ça le truc. Ouais, je suis complètement d'accord sur ce phénomène lié à des influenceurs, créateurs, TikTokers, et pas forcément des gens sur la verticale test de matos ou même photo tout court. Et moi, je fais un parallèle avec un autre produit, ça serait intéressant d'analyser les courbes. Un produit comme chez Canon, le G7X Mark III, qui est un compact expert, qui est un très bon compact, mais un compact classique comme il en existe plein. Et j'ai vu depuis 1 an et demi, pareil, une vague d'influenceuses mode qui trouvent le produit génial parce que le rendu avec le flash est particulier, etc. Je vous invite à aller regarder G7X Mark III, le nombre de contenus qui existent sur TikTok de gens pas liés à la photo qui ont du coup fait une explosion de la demande et on se retrouve dans le même problème chez Canon où il y en a plus. Et je pense que si on analysait un petit peu la courbe sur ce produit-là, on retrouverait un petit peu le même phénomène. Après, attention, je pense que hier on a vu beaucoup de chiffres qui comparent. Oui, c'est vrai qu'apparemment ce lancement-là, c'est 50 fois plus que le lancement qu'a fait avec le A7C II Sony. Si on compare ça, en tout cas sur Google Trends par rapport au A7 IV, le A7 IV reste encore bien au-dessus. C'est-à-dire que le niveau du A7 IV, le niveau moyen du Sony A7 IV, c'est le niveau de pic qui avait été atteint une seule fois par le X105. Donc je pense qu'il faut raison garder sur le long terme. On n'est quand même pas sur un produit qui est du même acabit qu'un Sony A7 IV ou qu'un Canon R6 ou que les produits best-sellers entre guillemets du marché. Mais c'est vrai que là, sur le lancement, il n'y a jamais autant de personnes qui attendaient un produit, clairement, parce qu'il y avait 2 ans finalement de backorder, quoi. C'est ça, je suis complètement d'accord avec l'apparition de ton graphique sur la 7.4 parce que je l'ai vu l'article, je sais plus qui l'a fait, où il compare le nombre de pré-orders Fuji X106 et A7C. Je pense que c'est pas forcément le bon exemple. Il l'a pris pour justement faire un titre assez catchy, attrayant en disant c'est 50 fois plus. Mais si on voulait vraiment comparer, il aurait fallu comparer avec des produits qui ont l'habitude de faire des gros lancements à 7.4, R6, etc. Ce qui est rigolo là, c'est qu'en tout cas, c'est ce qu'affiche Google dans le monde entier. Les zones où il y a le plus d'intérêt, c'est Singapour, Philippines, Vietnam, Taïwan. Donc c'est surtout l'Asie quand même principalement. C'est pas un phénomène qui est français, hein. On parle bien de quelque chose qui est mondial. Évidemment, Fujifilm a bien compris ça. Et là, dans le lancement du X106, on voit que, moi, évidemment, ils me l'ont pas prêté, mais on voit qu'ils en avaient depuis très longtemps, puisqu'on voit qu'ils travaillent depuis le début janvier. Et ils ont fait une campagne, finalement, de collaboration rémunérée avec pas mal d'Instagrammeurs et pas mal de gens aussi sur YouTube, qui ont fait des vidéos qui ont extrêmement bien marché aussi. Donc, on voit que Fujifilm a été conscient du fait que le public à viser, c'est probablement pas le public de Damien Bernal, qui est un public qui connaît très bien le monde de la photo et de la vidéo, et qu'il faut aller chercher des nouveaux marchés. Et moi, j'avais jamais vu Fujifilm faire une campagne finalement de collaboration rémunérée avec différents créateurs au moment de la sortie, de façon à mettre en avant un produit. Donc, signe que ils ont compris d'où ça venait et ils veulent vraiment continuer cette tendance-là, quoi. Et c'est là que l'engrenage, quelque part, commence avec des gens qui habituellement parlent pas de matos, comme Thomas, qui, là, décident de faire une vidéo. N'achetez pas le X106. Et à l'intérieur, il montre un bingo un peu de toutes les vidéos qu'on va bientôt avoir sur le X106. Et il dit lui-même, hein, et moi, j'en fais partie, finalement, c'est tous les titres, finalement, qu'on va voir de tous les créateurs qui vont venir parler du X106, alors qu'habituellement, ils parlent pas des autres boîtiers. Et ces interactions-là, pour Fujifilm, qu'elles soient positives ou qu'elle soit négative, je pense que le plus important, c'est que tout le monde va parler de ce produit-là, en fait. Que vous l'aimez ou que vous le détestiez, vous allez parler de ce produit-là, alors que c'est un produit dont vous aurez probablement jamais parlé sinon. Et j'ai vu que Some Picture, lui aussi, avait fait une vidéo sur le X106, et je pense que voilà, on est parti là, plein de vidéos sur ça, tout le monde va parler de ce produit-là, et si tout le monde parle de ce produit-là, il va évidemment y avoir des gens qui vont l'acheter. Et je pense que Fujifilm a tout compris et là, c'est lancé là. Et moi, j'ai bien aimé la vidéo. Alors lui, d'habitude, c'est Sony Alpha Rumors, mais là, il a fait une vidéo de 16 minutes qui est plus intéressante qu'habituellement, dans laquelle il essaye de décrypter finalement qu'est-ce qui fait que ce produit-là a plus, entre guillemets, de sex appeal que les autres appareils photo. Et dans cette vidéo-là, il a tendance à dire que
Le design est la raison numéro 1 probablement pour laquelle ce produit se vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un A7C. Je pense pouvoir dire, sans faire offense à Sony, que ça reste un produit technologique qui n'a pas un design particulièrement attrayant comme objet de mode, en fait. C'est-à-dire que là, de plus en plus, les gens, comme ils peuvent mettre une Apple Watch, changer le bracelet de leur Apple Watch, ça devient cool d'avoir une lanière avec un X105 ou 6 autour du cou. Et ce produit-là, vous allez vous balader avec partout. Et les influenceurs lancent un peu cette image-là. Et comme on peut avoir une paire de sneakers, qu'on a envie d'avoir la paire de sneakers parce que on a vu d'autres gens avec cette paire-là, ça devient un objet de mode. C'est-à-dire que on n'est plus sur un objet technologique comme peut l'être un appareil Sony ou un appareil Canon. On est sur un objet qui devient un objet de mode. Moi, je suis persuadé que la majorité des gens qui achètent ce boîtier-là achètent un objet qui est désirable. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ce qui n'est pas les raisons pour lesquelles on va acheter un Sony A7C. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est exactement ça. On n'achète pas le X106 pour ses performances, bien qu'elles soient excellentes. Je pense qu'ils ont joué sur, et c'est très intelligent dans la communication, sur deux aspects. Le numéro 1, c'est effectivement le design, le look un petit peu rétro, et c'est d'ailleurs pour ça que quand on regarde le choix des influenceurs, créateurs avec qui ils ont souhaité travailler en amont sur le produit, c'est des gens entre guillemets, qui ont un univers un peu différent que simplement du test technologique de matériel. On a vu Jonathan Bertin, on a Gabriel Rip également qui a fait une vidéo, qui sont des gens qui à la base parlent plutôt même d'argentique, de photos un petit peu rétro. Il y a vraiment ce côté déjà esthétique, ça c'est clair et net, et du coup ils poussent le truc également dans le rendu des images. Ils mettent énormément en avant sur ce produit-là, plus que sur d'autres, alors que un XS20, un XT5 bénéficient également des simulations de film. Ils vont encore plus appuyer là-dessus sur le X100 depuis le départ, parce que les gens qui achètent ça, ils veulent un beau produit à avoir effectivement en bandoulière, un produit stylé, un petit peu comme un accessoire de mode. Je suis complètement en phase avec ça, et du coup ils cherchent aussi un rendu dans leurs images qui vont leur rappeler un petit peu ce côté rétro et cet univers un petit peu là en termes de dynamique d'image qu'on retrouve pas forcément ailleurs, et surtout qu'on ne peut pas obtenir aussi facilement que via les simulations de films, mais qui pourtant sont présentes sur tous les produits Fujifilm. Sauf que sur le X106, on sent que c'est vraiment par cet angle-là qui travaille le produit. Ouais, mais en fait, ça a l'avantage, comme c'est un compact, c'est-à-dire que ça arrive avec l'objectif. Ça a l'avantage finalement où t'as pas besoin d'avoir une connaissance et de te dire je rentre dans un système, mince, quel objectif je vais acheter, etc. En fait, t'achètes un produit qui se suffit à lui-même. Et exactement. Ouais, c'est ça, c'est point and shoot. Tu vas probablement que la majorité des gens vont faire des JPEG qui vont avoir un look très intéressant parce qu'il y a les simulations de films et que finalement c'est accessible à n'importe qui, ce qui est pas le cas d'un A7C2 par exemple. Je le prends lui le pauvre parce que c'est lui qui a été comparé, mais c'est pas le cas de la majorité des boîtiers que vous vendez, dont je parle. Donc et le truc vintage, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dernièrement que dans mon top des vidéos, j'avais le X106, j'avais le Nikon ZF qui est venu jouer sur la fibre vintage, sur lui aussi une espèce de personnalisation du produit, sur un retour avec les molettes comme à l'époque de l'argentique, et j'avais le Leica Q3. C'est-à-dire que dans les vidéos les plus vues de ma chaîne, j'ai 3 produits vintage. Signe que les gens, ils cherchent un look particulier. Et ce qui est rigolo, c'est que ces produits-là, c'est aussi les produits qui sont les plus critiqués. Dans le sens où, quand on analyse technologiquement ce que ces produits apportent, je pense que c'est pas la bonne grille de lecture de l'analyser technologiquement, parce que Thomas le dit, lui, dans sa vidéo, il y a beaucoup de raisons de dire ce produit-là, il a été loupé par Fujifilm, et ces gens-là, je pense qu'ils ont pas complètement tort, dans le sens où on met 40 millions de pixels, mais on garde une carte SD UHS 1, c'est-à-dire une carte une SD lente, on met un autofocus rapide, mais finalement, on est quand même sur du 23 mm f2, c'est-à-dire une profondeur de champ qui est tellement large que finalement, on n'a pas besoin d'être au centimètre près. On n'a pas de tropicalisation alors que c'est un boîtier qu'on va devoir amener partout. On a une batterie qui reste un peu léger. Donc, moi, je l'ai vu dans les commentaires, un taux de critique que j'avais rarement vu d'autres sur d'autres. Et encore une fois, on revient sur le fait que tout le monde veut avoir un avis sur ce produit-là. Tout le monde veut parler de ce produit-là. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a quand même des gens qui vont prendre le temps finalement de le démonter. Et c'est pas le cas des autres boîtiers. Il est clivant le produit parce que tu as deux univers qui s'affrontent. T'as ceux qui vont l'acheter parce qu'ils trouvent le produit cool, ils trouvent le produit beau, ils trouvent le produit facile d'utilisation, etc. Et entre guillemets, c'est pas des photographes
habituel entre grands guillemets, et en fait va s'affronter en face plutôt les gens qui ont l'habitude de regarder des tests de matériel, qui suivent l'actualité, qui sont un petit peu plus puristes et technologiques, et qui se disent ok, moi j'achète pas un appareil photo pour son look et pour l'avoir en bandoulière, j'achète un appareil photo pour ses specs. Et quand tu analyses les specs, effectivement il y a des incohérences dans la communication. Le fait de dire il suit désormais les avions, les drones, etc. Mais qui aujourd'hui va faire de la photo animalière, et comme le dit Thomas, je crois, dans sa vidéo, qui va faire de la photo animalière ou de la photo d'avion au 23 mm? Et il a pas complètement tort. Et en fait, du coup, t'as ces deux clans entre guillemets qui s'affrontent, et ça a fait un cocktail qui est en fait hyper bénéfique pour qui? Pour Fuji, parce qu'on parle du produit. Qu'on en dise du bien ou qu'on en dise du mal, ça crée de l'émulation autour. Parce que sous la vidéo de Thomas, il y a 270 commentaires. C'est-à-dire que les mecs, ils se sentent obligés de commenter. Qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, ils se sentent obligés de commenter. Et là, à partir de là, Fuji a tout compris et ils vont, à mon avis, récolter. Parce que, alors, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, 2500 précommandes faites en France, donc en 24 heures. C'est assez inédit. Et le problème, c'est que la capacité de production de Fuji serait de 15 000 unités par mois. Autant dire que, alors, le produit n'est plus japonais. Avant, c'était du Made in Japan et ils l'ont transféré. Maintenant, c'est du Made in China de façon à justement augmenter la capacité de production. Mais clairement, on se pose vraiment la question de, avec un tel volume de vente, est-ce qu'on n'est pas parti pour des mois, voire des années de pénurie, en fait, reproduire ce qu'on avait connu avec le X105, parce que la pénurie alimente la hype. Si demain il est en stock partout, ce produit-là, je suis persuadé que ça s'arrête. Moi, effectivement, je suis inquiet. On en a parlé plusieurs fois ensemble, Damien. Quand je vois arriver des commandes et quand je vois les volumes de commandes, et quand je vois qu'ils sont capables de sortir 15 000 unités par mois, qu'en 3 jours en France, il y a un engagement de 2500 pièces, et que la France est un marché qui est quand même relativement petit en face des États-Unis, du marché asiatique, du marché allemand même, qui est encore plus gros que le marché français, on se dit comment ils vont faire, ouais, clairement. Et là, on a l'impression que le premier jour, ils ont vendu 1 ou 2 ans de production. Hein. Donc, on se demande un peu comment ils vont survivre à ça. Ouais. J'avais envie de terminer juste du coup pour avoir un dossier complet par les commentaires aussi. Beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que pour toi le passage d'un X105 au X106 est justifié? J'ai répondu franchement pour moi non, parce que le produit c'est strictement le même et j'estime que 26 millions de pixels ou 40 millions de pixels, un nouvel autofocus et la stabilisation, moi personnellement, si j'avais eu un X105, c'est pas ce qui aurait changé fondamentalement mon expérience pour passer au X106. Donc évidemment, au même prix aujourd'hui, maintenant qu'il existe le X106, on va prendre le X106. Est-ce que quelqu'un qui a un X105 doit vendre son X105 pour passer au X106? J'en suis pas certain. Pour moi, il n'y a pas d'énorme révolution entre les deux générations. Et pour revenir ensuite à quelques commentaires aussi qui piquent un peu plus, certains se sont posé la question pourquoi, comme Leica, on profite pas du 40 millions de pixels pour passer à une focale 28 mm, qui est un peu plus grand angle et qui donc peut permettre de faire plus de sujets. C'est beaucoup de débats en tout cas qu'il y a eu dans les commentaires. Moi, je les cite sans prendre plus parti que ça. Plein de gens qui disent ouais, c'est vintage, ça crée l'engouement chez les TikTokers, donc tous les influenceurs en parlent à grands coups de superlatifs. Plein de gens qui déplorent finalement et qui quelque part je trouve pas les mots, mais ça les débecte, quoi, de voir tous ces gens qui, à la base, ces boîtiers-là de chez Fuji, c'est pour les puristes, c'est pour les gens qui pensent photo, qui réfléchissent en termes de lumière, en termes de couleur, en termes de graphisme. Et là, finalement, ils voient les TikTokers qui, dans leur langage, sont des gens un peu vulgaires, des gens qui sont pas dans le même monde, qui sont pas dans ce prestige de la photo-là. S'intéresser à ce produit-là, clairement, on voit le conflit de génération, j'ai envie de dire. Pour juste rebondir sur ce commentaire qui est intéressant, moi, le côté positif que je vois aussi, c'est que du coup, le fait qu'un appareil photo aujourd'hui intéresse des gens qui ne sont pas forcément des ultra passionnés, des ultra puristes de la photo et des gens qui ont l'habitude de suivre cette actualité, donne aussi du coup une dimension à la photo et à l'intérêt des appareils photo versus les smartphones qui est quand même pas complètement négatif, parce que là, ça va toucher une beaucoup plus grande part des gens, que ce soit sur les réseaux ou autres, et qui vont être intrigués par ce produit-là et qui vont quand même jeter un œil à un appareil photo, là où peut-être qu'en temps normal, pour eux, ils font de la photo au smartphone et ça s'arrête là. Là, il y a quand même des éléments pour des gens qui ne sont pas forcément des puristes de la photo, qui attirent en tout cas la curiosité. Et le point positif dans tout ça, c'est que ça fait quand même parler du milieu de la photo vidéo, et ça, c'est plutôt positif pour moi. Je termine par un commentaire bien salé. Désolé, mais appareil photo de Snobinar à prix exorbitant.
faire de la street à 20 images par seconde, laissez-moi rire, et toujours ce capteur ridicule de 40 millions de pixels X-Trans, tout ça pour faire du JPEG. Donc voilà, juste pour montrer, je voulais que on entende les différents sons en fait et que effectivement on soit pas uniquement dans c'est un objet, moi je l'appelle l'excellence au quotidien, c'est un objet qui est extrêmement agréable à manipuler et je le redis, hein, on n'est pas du tout en train de faire du bashing du produit, j'essaye juste d'analyser et de donner la parole finalement à tous les angles que les gens les aiment et que les gens les aiment pas, j'aime bien qu'on entende leur point de vue. Évidemment, c'est un produit que j'utilise depuis le X100S, c'est un produit que je vous présente depuis le X100T. J'ai toujours dit du bien de ce produit-là et c'est pas venu uniquement avec le X106. Là, c'est vrai quand même, il y a un phénomène qui est un peu irréaliste et tant mieux pour Fuji parce que je pense que ça fait beaucoup de bien à cette marque-là qui propose des produits différents et qui aujourd'hui est seule finalement à proposer ce genre de truc-là. Parce que quand on analyse bien le truc, l'équivalence, c'est le Leica Q, qui est lui aussi un phénomène. On en a parlé beaucoup en 2023. Sauf que le Leica Q, c'est 3 fois le prix du Fuji. Et donc, quelqu'un qui veut l'équivalent du Leica Q pour 3 fois moins, c'est le Fujifilm. Et aujourd'hui, les grandes marques n'ont aucun équivalent à ce produit-là. Mais j'ai pas d'infos. Mais je serais très étonné que dans les 2 ans, on n'ait pas d'équivalent de ce produit-là chez Canon, chez Nikon, chez Sony. Sony l'avait, hein. Et moi, je suis extrêmement étonné qu'ils aient pas été plus loin. Mais le le RX1R était un petit peu ce produit-là. Il était moche, mais c'était le produit, un compact, plein format, avec une focale fixe. Il lui manquait le sex appeal, quoi. Il lui manquait le sex appeal, mais ça, il suffit de le designer. Mais en tout cas, dans l'idée du produit, ils l'avaient, ils l'ont arrêté. Ce qui est dommage. Bon, voilà pour ce dossier sur le X106. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. On va continuer l'actu de la photo et de la vidéo. On commence par un produit intéressant, en tout cas qu'on n'avait jamais vu, qui a été lancé par Sony. Et donc on parle du Sony PDT FP1. On voit direct le sex appeal chez Sony. Il y a encore des choses à apprendre. D'ailleurs, on voit bien la tête du produit. Bon, c'est un produit pour les professionnels. Je vais le faire très très simple. Jusqu'à maintenant, Sony faisait des Xperia pour les professionnels qu'ils essayent de lier finalement avec leur boîtier photo. Ils ont compris que c'était pas probablement pas la bonne voie parce que les gens ils ont des iPhones, ils ont pas envie de se trimballer avec un smartphone Sony. En tout cas, c'est ma conviction. Bien qu'ils abandonnent pas les smartphones chez Sony et qu'ils vont continuer à faire des itérations probablement jusqu'à trouver le succès. Là ici, ce produit-là, je vous le fais simple. C'est un produit qui est vraiment pour une niche de professionnels qui a besoin de transférer des photos et des vidéos à haute vitesse vers des serveurs FTP. Et tous les moyens sont bons. On a des ports Ethernet sur nos boîtiers, mais ils marchent pas toujours extrêmement bien. C'est pas le meilleur Ethernet du monde. Je parle encore moins du Wi-Fi le Wi-Fi qui est englobé dans les boîtiers. Finalement, ils ont généralement une mauvaise réception de par la construction même du boîtier. Donc ici, on retrouve finalement dans cet appareil-là un routeur 5G, donc la possibilité finalement d'avoir une meilleure réception de la 5G. Et je crois qu'ici, on a une nouvelle technologie. C'est de la vraie 5G, c'est pas exactement la même 5G qu'on met dans les smartphones. C'est de la 5G qui va permettre d'avoir des débits bien plus élevés et bien plus stables. Et il est étudié notamment, par exemple, si vous êtes dans un stade qui est bondé de monde. Vous savez que quand on est dans un stade qui a plein de gens en même temps, les réseaux s'effondrent. Ici, ça sera pas le cas. Lui, il va garder ces débits-là. Et c'est le premier smartphone, je crois, avec un port Ethernet. Donc, un port Ethernet, lui aussi, qui sera extrêmement rapide. On a aussi un port HDMI. Bref, c'est un espèce d'accessoire en plus, de façon à proposer une connectivité comme ne l'a jamais eu un professionnel qui a besoin d'envoyer ses photos et qui a besoin d'envoyer ses vidéos. C'est un produit, je crois, qui a été annoncé en fin de semaine dernière à 1 300 € prix français. Il y a Polar Pro. Alors ça, je vous en ferai une vidéo parce que je les ai. Moi, j'aime bien, je suis un geek, j'aime bien tous ces trucs-là. Et qui a lancé en fait une série de capuchons. Alors là, on parle du modèle qui va sur les boîtiers, mais sachez qu'ils ont aussi quelque chose qui va sur les objectifs. La particularité de ces capuchons-là, alors ça existe dans toutes les montures quasiment, et d'ailleurs pas que quasiment, je crois qu'il y a Nikon, Canon, je crois qu'il y a Fuji aussi évidemment, il y a Sony. Donc la particularité, c'est qu'à l'intérieur de ce capuchon de boîtier, on peut mettre un AirTag. C'est-à-dire que vous mettez vos AirTags dans ce capuchon-là. Vous savez que si quelqu'un vous vole votre sac ou vous vole votre boîtier, il est géotagué, quoi. Et on a aussi la particularité de pouvoir mettre des cartes SD ou CF Express type A.
Malheureusement, il n'y a pas la type B parce que la type B, elle est trop grosse. Mais dans le capuchon, donc quand vous baladez votre boîtier, vous avez votre AirTag plus votre carte SD. C'est plutôt malin. Sachez qu'ils ont à peu près le même mécanisme, mais pour les objectifs. Parce que si on a un objectif qui est monté sur le boîtier, vous mettez ce capuchon-là sur l'objectif monté sur le boîtier et hop, vous avez quelque chose avec le AirTag. C'est un des accessoires les plus vendus par Small Rig l'année dernière, de mettre sur une cage un AirTag. Donc, quelque part, avoir un accessoiriste qui se pose la question comment intégrer un AirTag au mieux sur nos boîtiers et sur nos objectifs, je trouve ça plutôt malin. Alors ça, je voulais avoir ton avis, d'ailleurs on n'en a pas parlé avant. Il y a eu des articles début février, comme quoi le Canon R3 et le Canon R5, en gros, ont une réduction de prix. L'article dit 500 € sur le Canon R5, 1000 € sur le Canon R3. Je voulais savoir si toi, en France, on avait eu ce genre de choses ou pas. Mais oui, je confirme, il y a des animations très régulières et tu vois, c'est pas pour autant par contre que il y a un engouement. Alors moi, je suis convaincu que le R3 est trop cher. C'est-à-dire que le R3, au prix où il est aujourd'hui, il est pas... Enfin, pour moi, c'est trop cher. Dans le sens où on se demande un peu quel prix il va sortir avec le Canon R1, en fait. Et à un moment donné, pour moi, il faut baisser son prix pour laisser la place au Canon R1. Sinon, ça veut dire qu'on va avoir un Canon R1 qui va être à des prix complètement stratosphériques. Ça marche. Bon, on verra bien de toute façon. Allez, il y a Nikon qui communique comme quoi ils envoient du matériel dans la station. Donc, on sait que la station spatiale internationale a du matériel Nikon depuis toujours. Mais ils n'étaient pas passés à l'hybride. Ils étaient toujours restés au réflexe. Et de mémoire, c'était des D5 et des D6. C'est terminé. Il y a Nikon qui, au mois de janvier, a envoyé 13 appareils Nikon Z9, 15 adaptateurs FTZ2, donc signe qui garde tous les objectifs qui étaient faits pour les réflexes, il les garde, et 15 objectifs Nikkor Z, donc y compris des super téléobjectifs et des objectifs macro. Donc ça y est, la station internationale est maintenant équipée de la dernière génération de chez Nikon. Et le truc rigolo à noter, c'est que ces boîtiers-là qui ont été envoyés, ils n'ont pas une durée de vie très longue puisqu'ils sont bombardés de rayons cosmiques et ça les endommage. Et la durée de vie d'un boîtier qui est envoyé dans la station spatiale internationale, c'est 6 mois. C'est-à-dire que Nikon devra remplacer ses Nikon Z6 9 dès cet été. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool. Mais c'est intéressant de voir que c'est un matériel qui dure pas pendant 15 ans. Moi, j'imaginais que les D5 et les D6 qui étaient là-bas, ils étaient là-bas depuis 15 ans. Non, c'est pas le cas en fait finalement. C'est tous les 6 mois, ils sont obligés de renvoyer du matos, ce qui effectivement doit avoir un certain coût. Allez, l'article suivant, on reparle d'OM System qui a lancé son OM1 Mark II, qui à ma connaissance a pas fait un énorme succès. Il a été très 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 critiqué et là il n'y avait pas grand monde pour l'aduler contrairement au Fujifilm. Donc ils ont été obligés de communiquer et aujourd'hui ils disent que il va y avoir des fonctionnalités issues du OM1 Mark II qui vont arriver via une mise à jour à l'automne sur le OM1. Donc, de manière générale, ça sera une amélioration générale des performances autofocus, aussi bien en AFS qu'en AFC sur toutes les cibles. Malheureusement, probablement que le sujet humain ne sera pas ajouté sur le OM1, ça aurait été beaucoup trop beau. Et on a aussi le fait de maintenant pouvoir attribuer le bouton menu sur la corbeille. Quand on en est à ce niveau-là de mise à jour. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, en tout cas avec l'article de Petapixel, vous savez, ou non, que Petapixel, notamment tout ce qui est partie podcast, a énormément de contenu sponsorisé par OM System. Et moi, je trouve qu'ils ont quand même une tendance avec OM System à être très, très, très gentils. Vraiment très, très gentils. Et moi, en tout cas, ce qui m'a fait marrer dans cet article-là, qui est écrit par le boss de Petapixel, c'est à quel point il dit 4 fois dans l'article que le OM1 Mark II inclut du nouveau matériel et qu'il offre une puissance de traitement et une mémoire améliorée, que c'est pour ça qu'on peut pas faire plus. Et il commence direct l'article comme ça. Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités exclusives au nouvel appareil photo phare micro 4 car il offre une puissance de traitement et une mémoire améliorée. Et il va le répéter 3 fois dans l'article, principalement dû à un nouveau matériel. OM System indique clairement qu'il y aura toujours un écart de performance dans les performances globales entre l'appareil photo d'origine et le nouvel OM1 Mark II, comme si vraiment il fallait le répéter 4 fois. Et il conclut par un nouveau paragraphe qui dit « Ce qui est tout à fait logique, étant donné que le nouvel appareil photo a plus de puissance sous le capot. » Et c'est là où on se dit, quand même, écrire un article comme ça, où que pendant 4 fois tu répètes des trucs où tu te dis « Mais ça, c'est pas possible, c'est forcément dicté par la marque. » À un moment donné, je trouve que ça finit par se voir. Mais bon, je dis, c'est peut-être ma mauvaise langue qui parle.
Allez, vous n'avez pas pu le louper non plus, le Super Bowl, un des événements les plus diffusés, notamment aux États-Unis. On en a entendu parler beaucoup, même jusqu'en France, M6 l'a diffusé en direct. Il était à Las Vegas cette année. On parle là un peu comment c'est filmé, juste par curiosité. Moi, j'ai appris que c'est filmé en 1080p et qu'en fait, ils utilisent du matériel 4K et ils utilisent ce matériel-là en 4K avec un potentiel de zoom important. Donc, c'est exactement la même chose avec la 8K. Vous savez, souvent on dit les caméras 8K, ça sert à rien. Non, effectivement, on diffuse pas en 8K, mais ça permet finalement d'avoir 4 plans en 4K. Là, ils font la même chose, mais eux, ils diffusent en 1080p et ils utilisent la 4K pour avoir 4 valeurs de plan. Donc, intéressant de voir qu'ils sont pas passés encore à la 4K. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont 24 angles différents lorsqu'ils diffusent le Super Bowl. Tous les ans, ils multiplient les angles par 2. En termes de caméras, donc ils ont 2 caméras 4K qui permettent de filmer à 480 images par seconde, ce qui leur permet de faire des ralentis 20 fois. Donc ces 2 caméras-là permettent de couvrir quasiment tout le terrain. Et encore une fois, comme c'est de la 4K, ils peuvent faire un énorme zoom dedans de façon à se rapprocher. Et donc ils n'ont pas besoin d'avoir une vue serrée sur l'action. En termes de flux de données, c'est 12 gigabits de données par seconde qu'ils ont besoin de stocker. Donc c'est un énorme base de données et vraiment une énorme problématique de comment ils vont faire pour amener ces données-là. On voit bien pourquoi aujourd'hui, ils sont pas passés à la 8K. Clairement, ça ferait des données qui seront difficiles à digérer, même pour des super productions comme ça. En termes de caméras, c'est 165 caméras. Alors, toutes les caméras sont pas en train de diffuser, puisqu'on a dit tout à l'heure que on avait 24 angles, mais il y a des caméras qui sont exclusives pour l'arbitrage et il y a des caméras qui sont plutôt là pour l'ambiance. En termes de matériel, c'est du matériel qui est 100% Sony. Donc évidemment la gamme professionnelle chez Sony, mais on a aussi pas mal de FX. Donc on a des FX6 et on a des FX9 pour tout ce qui est prise de vue cinématographique, qui est un peu plus intime au niveau du terrain. Ouais, c'est ce qui est intéressant et étonnant, c'est effectivement la diffusion en 1080. Parce que quand on regarde des diffusions similaires, alors c'est encore à plus grande échelle, la finale de la Coupe du Monde de foot, mais c'est diffusé en 4K. Si je dis pas de bêtises, je crois que la finale de la Ligue des Champions aussi l'est en 4K également. Et on connaît les Américains et leur goût du show et de toujours aller plus loin. D'être toujours en diffusion 1080, c'est étonnant. Et je crois que Roland-Garros diffuse en 8K de mémoire. Donc ils sont en train d'essayer de passer encore plus. Et c'est vrai qu'avoir ce super show en 1080p, c'est étonnant. Mais en tout cas, c'est ce que dit l'article. S'ils se sont plantés, mais je pense pas parce qu'ils expliquent en plus comment c'est utilisé. Donc, effectivement, ça fait sens. Ça leur permet d'avoir ce zoom-là. Allez, un article qu'on va faire très rapidement. Vous l'avez probablement vu avec le Canon R10. Canon a vraiment fait une grosse campagne marketing qui est basée sur le fait de dire on n'a pas besoin d'un appareil cher finalement pour faire des photos incroyables. Et on a vu énormément de photos, de vidéos et de contenus en tout genre faits par des créateurs, faits par des ambassadeurs qui montrent finalement qu'ils sont partis avec le Canon R10 dans des contrées incroyables, juste avec le kit et le Canon R10. Et là, on a un ambassadeur qui fait la même chose, qui lui aussi, quelque part, est parti dans des contrées incroyables avec ce Canon R10 et juste une optique de kit 18-150, c'est-à-dire un matériel qui coûte moins de 1000 euros. En tout cas, c'est ce qui a marqué là. Et ça, moi, j'ai l'impression parfois d'enfoncer des portes ouvertes en parlant de ce genre de sujet-là, que clairement, c'est pas le matériel qui fait les photos. Là, on voit que, oui, ok, il a ce matériel-là, mais il a pris l'avion, il est allé dans des endroits extraordinaires. Et puis, évidemment, il a l'œil de savoir comment il doit prendre la photo. Et clairement, quand on sait faire tout ça, on n'a pas besoin du dernier matériel. C'est l'appareil photo, c'est juste qu'un outil. Mais bon, j'ai sélectionné cet article-là parce que ça permet de rappeler finalement les fondamentaux que c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Allez, on passe sur un tout autre sujet, le Nikon Film Festival, qui est une initiative de Nikon France, dont j'avais vraiment envie de dire un mot. Donc, pour la petite histoire, je pense que toutes les marques, on va pas se mentir, font forcément ça avec un but entre guillemets marketing, mais là c'est fait de manière très malin. Je pense que Nikon est conscient quand même que leur image n'est pas associée directement à la vidéo. Ils ont pas la culture comme peut l'avoir un Panasonic ou comme un Lumix, d'avoir des boîtiers qui sont faits principalement pour la vidéo. Ils sont avant tout photo. Et je pense qu'ils ont envie de se démocratiser, mais ils ont fait quelque chose d'hyper malin. C'est-à-dire que la compétition qu'ils ont lancée auprès des vidéastes a pas pour but de valoriser le matériel Nikon, dans le sens où on peut participer, quel que soit votre pays,
quel que soit le matériel que vous avez utilisé, et à aucun moment, finalement, ce qui est important, c'est avec quel matériel vous l'avez tourné. Non, c'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est finalement de respecter un thème qui définit chaque année. Cette année, c'était le thème du feu. Vous avez un format de 2 minutes 20, et après, libre cours à votre créativité. En l'occurrence, ils ont eu 2772 participations cette année, et on voit que ça s'internationalise pas mal. Pour l'instant, le film le plus vu, c'est un film tourné en langue hindi, tourné en Inde, donc, avec un jeune garçon des bidonvilles de Mumbai aux yeux pleins d'étoiles qui invente un plan ingénieux pour réaliser son rêve le plus précieux. Donc, on voit vraiment beaucoup de réalisations, et ça, c'est vrai que je trouve que au début, c'était franco-français. De plus en plus, on voit que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, belle initiative de la part de Nikon. Moi, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, cette année, c'est le thème du feu. Il y a un film qui s'appelle Tête brûlée, donc ça dure 2 minutes 20 que je vais vous passer. Si ça vous intéresse pas, vous le passez. Mais c'est juste pour vous donner une idée un peu du genre de film qu'on peut trouver. Oh putain, je suis en vie. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un. Salut. Je parle pas à des inconnus, désolé. Bah tu t'appelles comment? J'ai changé d'avis, Rémi, t'es mon meilleur pote maintenant. Je t'adore, Tony. Attends, t'as pas l'impression que tout a grandi depuis tout à l'heure? Ouais, c'est vrai. Tout est vachement plus haut. Ou alors on est vachement plus bas. Bah pourquoi on descendrait? On va mourir. Mais pourquoi la vie, c'est pas illimité? C'est bon, Rémi, je vais mieux. J'ai accepté l'idée de la mort. Oui, tant mieux. Moi aussi. D'autant plus que c'est pas pour tout de suite, pas vrai? Oui, on a le temps. Mais t'as pas grandi depuis tout à l'heure? Non, tu te fais des idées, Tony. J'ai toujours eu l'air élancé. T'es sûr? Tu me parais vraiment plus grand qu'avant. Comment dire? Je vais crever! Non, Tony, on est encore jeunes, on a toute la vie devant nous. C'est facile de dire ça, tu fais le double de ma taille. N'importe quoi. Arrête de mentir! Toute notre vie, tu m'as menti! Mais calme-toi, Tony, tu fonds encore plus vite. Ta gueule! Je déteste! J'aurais préféré jamais te rencontrer! Quoi? Tu peux pas dire ça! Si! T'es qu'une petite mèche! T'as la coulée qui pue et la sirop... Tony? Ça fait une éternité, mais ça va pas mieux, Tony. J'ai toujours pas accepté l'idée de ta mort. Je vais me jeter du haut de la table basse et je vais foutre le feu parte. Tony? Maintenant, je te fais la gueule. Quoi? Mais tu peux pas me faire ça. Regarde, on fait la même taille. Je m'en fous, tu m'as menti. Mais Tony! Je te parle pas, tu me parles pas. C'est bon, Rémi, je t'en veux plus. C'est pas vrai. Si, c'est de l'histoire ancienne. Allez hop, on passe à autre chose. Oui, la vie est trop courte pour se faire la gueule. Mais oui, profitons du temps qui nous reste. Mais carrément. Rémi? Oh non. C'est trop tôt, je veux pas crever. Et je vous en montre un deuxième d'un créateur que vous connaissez probablement, Sébastien Roignan, qui lui a proposé quelque chose sur une influenceuse Pulse qui en gros perd la boule. Et chaque plan dure 1 seconde. Il a fait un making-of sur tout ça qui est assez intéressant à regarder. Là encore, ça dure 2 minutes 20. Je vous le passe parce que je trouve ça assez intéressant. Mais si ça vous plaît pas, avancez de 2 minutes 20. Salut, c'est Sarah. En plus, il est tout petit. À bientôt mes petits puzzles. Nouvelle vidéo en ligne. Santé, Hélène. Nouveau puzzle. Oh, t'es beau toi. Il est cher quand même. 3 jours que j'hésite, putain. Allez, j'achète. T'as pété. Chelou la boîte. Ah, elle est trop belle. Il est pas facile, hein. Tu vas où, toi? Demain, je te finis, toi. T'abuses. Bannis les puzzles. Pas drôle, Ozzy. Mais non. Non, Ozzy, touche pas. Ozzy a fait ça. 3e fois. Ozzy, pas de touche, hein. Si avec ça... Oh. Au grand mot, les grands remèdes. Non. Non, c'est pas possible. Hélène, je crois que je deviens folle. Non. T'as peur de ça? Je vivrai comme toi. Je suis pas zinzin. Qu'est-ce qui m'arrive? Pas aujourd'hui. Non, toujours pas. Ozzy! Le genre que je cherche aussi. Hélène, j'en peux plus. Non! Tiens. Viens m'aider. Je vais rester.
Je vais le défoncer. Marie Bronner. T'es mort. Je crois que c'est là. Je t'attendais. On va faire comme ça. T'es vraiment mort. On tient 14 jours. Monsieur Kerzelak. Kerzelak! Je suis de retour, mes puces. Il arrive demain. Je vous présente Shorty. Tu veux goûter? Bonne nuit. Et pour la petite histoire, les 50 films finalistes vont être projetés en salle lors de plusieurs projections. C'est un partenariat notamment avec les cinémas CGR. Allez, on passe sur toute autre chose. On a enfin une liste officielle des cartes CF Express vérifiées par la VPG. Et là, vous vous posez probablement la question, c'est quoi ça, VPG? En fait, vous le savez, on a notamment sur les cartes SD, il y a énormément de pictos, de chiffres. On ne sait plus vraiment lesquels sont importants, lesquels sont pas importants. Avec les CF Express, on l'a vu notamment quand Nikon est arrivé avec le Nikon Z9, une galère pas possible, impossible de savoir quelle carte était vraiment capable de tenir les débits. Sony a exactement les mêmes problématiques. Donc, ils sont en train finalement de faire un nouvel indicateur. Ce nouvel indicateur, il s'appelle VPG. Il apparaît avec un clap et un chiffre dedans. Donc, sur les cartes Sony, là, par exemple, on voit le clap avec le 400. Sur certaines autres cartes, on voit un clap avec le 200. Le problème, c'est que tout ça, c'était pas si cadré que ça pendant un temps. Et il y a pas mal de cartes qui ont affiché ce pictogramme alors même qu'ils n'avaient pas passé les tests parce que les tests n'étaient pas prêts. Donc, il y a pas mal de cartes qui sont faussement, en fait, homologuées, entre guillemets. Cet indicateur-là, il est capable d'être lu par les boîtiers. Par exemple, les derniers Sony nécessitent au moins un VPG 200. Et si vous mettez une carte qui n'a pas l'homologation, les menus vont se griser. Donc, c'est carrément détecté par le boîtier. Et pour la première fois, en tout cas, ils ont publié une liste complète de quelle carte a réellement passé les tests. Avec ce logo-là, ils ont vraiment testé le fait de garder sur la durée une performance. C'est très important pour les boîtiers qui nécessitent ce genre de performance-là. Aujourd'hui, du VPG 200, ça suffit à tous les boîtiers sur le marché. Avec les VPG 400, on est sûr et certain que même les boîtiers de demain ne seront pas limités. Ouais, et puis sinon, ils sont tous numéro 1 à les écouter. Moi, ça m'a bien fait rire, ça. Canon, le 8 février, fait une annonce, un communiqué officiel, en annonçant qu'ils ont solidifié leur place de numéro 1 sur le marché de l'hybride pour la 3e année consécutive et qu'ils sont les numéro 1 aux États-Unis sur le segment hybride. Et on a Petapixel qui fait un article dans la foulée, après avoir été un petit peu alerté par Sony, qui dit non, c'est nous qui sommes numéro 1. Et ils disent, cette année, Sony reçoit la position numéro 1 d'un organisme qui s'appelle Circana NPD Agency, comme ils le font chaque année. Donc ça, c'est l'information qu'ils ont transmise à Petapixel. Et ils ont bien insisté sur le fait que Sony est bien le numéro 1 sur le marché de l'hybride plein format en 2023, et ce, en volume d'unités vendues et en valeur. Et ils précisent également que l'Alpha 7 IV est le boîtier hybride numéro 1 en 2023, pareil, en volume et en valeur. Et l'article qui conclut en disant qu'en fait, ils ont peut-être tous les deux raisons, à savoir Canon qui est numéro 1 en hybride au global, donc APS-C et plein format, et Sony sur le segment plein format qui est numéro 1. En fait, voilà, moi ça me fait rire parce que c'est des discussions qu'on a souvent en fait avec les fournisseurs, et moi la conclusion, ce que je leur dis, c'est que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ils essayent tous par un moyen ou par un autre de vous expliquer qu'ils sont numéro 1 sur tel segment de telle année à telle année, etc., pour revendiquer être le numéro 1 et arriver à bomber un peu le torse. Voilà, moi ça m'a fait rire parce que c'est des choses que je vois au quotidien. Ouais, la vérité, c'est que ça se tient dans un mouchoir de poche et que, en fait, aujourd'hui, pour l'instant, Canon et Sony sont presque à égalité, quoi. Il faut vraiment aller chercher dans le détail pour arriver à départager l'un de l'autre. Ouais, puis toujours numéro 1, on va parler de numéro 1 en intelligence artificielle, OpenAI qui dévoile Sora,
leur intelligence artificielle qui permet dorénavant de générer à partir de texte de l'image animée. Donc on a eu énormément de vidéos sur le sujet ces derniers jours, la semaine dernière notamment avec Maxime de Pilefa, je vous invite à aller la voir, ainsi que celle de Damien Lumétry, qui analyse un petit peu ce que c'est capable de faire, la puissance de l'intelligence artificielle, la qualité qui arrive à en ressortir, les détails, les reflets, enfin c'est vraiment très très puissant. Alors c'est pas quelque chose qui est disponible, donc allez pas chercher, tout simplement c'est prêt, mais en fait c'est tellement puissant qu'ils savent pas comment le mettre à disposition des gens sans qu'il y ait des conséquences en termes de fake news, de manipulation des élections. On sait que les élections américaines vont bientôt arriver. Que pour l'instant, en gros, ils ont réservé ça à des happy few qui peuvent essayer de voir comment on peut l'utiliser et comment on peut mettre des garde-fous. Mais en l'état, c'est tellement puissant qu'ils peuvent pas le mettre dans les mains de tout le monde comme ça. Moi, j'avais pas envie de revenir sur ça en détail parce que je pense que vous avez été gavés de vidéos et que vous avez déjà vu probablement beaucoup de choses. J'avais juste envie de vous montrer quelques exemples qui quand même sont marquants. On voit celle-là où, avec un simple prompt, il dit qu'en fait, il veut une vidéo d'une course cycliste sur l'océan avec des animaux en tant qu'athlètes. Et on voit que ça génère quelque chose où clairement, je sais pas le temps de génération, mais si c'est comme ChatGPT, on peut parler d'1 minute ou deux. Et en 1 minute ou deux, on a quelque chose qui demanderait des jours et des jours aujourd'hui à des vidéastes, à des gens qui vont créer des effets spéciaux pour faire ce genre de résultats-là. Alors, c'est pas parfait, hein. Moi, par exemple, cette mamie, elle me fait carrément flipper, quoi. On sent que les intelligences artificielles, ce qui est très compliqué pour eux, c'est le mouvement des mains. Là, en l'occurrence, on sent que le mouvement des mains, notamment là, quand elle fait le coucou de la main, c'est quand même un peu rigide, on sent que c'est un peu difficile en termes de mouvement des mains, donc il y a toujours des limites. Pour autant, on a vu énormément de démos, là par exemple sur un prompt qui demande tout simplement d'imaginer un tigre fait à base de fleurs. Le résultat généré par l'intelligence artificielle, ensuite il se volatilise, on voit la gestion du vent et finalement tout le moteur physique qui est derrière, et ensuite il se recrée. Ouais, c'est quand même assez fou en termes de résultats. Je pense qu'un humain à qui on commanderait ça mettrait tellement de temps pour faire ce genre de choses-là. Et ils nous ont montré qu'ils étaient capables d'aller beaucoup plus loin. En l'occurrence, ils sont capables de aussi faire du split screen, c'est-à-dire de faire des plans différents, mais quand même qui gardent une cohérence les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que la difficulté des intelligences artificielles, souvent, c'est de garder une cohérence entre plusieurs plans. Là, cette intelligence artificielle-là est capable de garder cette cohérence-là et de montrer différentes valeurs de plans avec du grand angle, avec des plans précis sur un sujet. C'est quand même assez bluffant. L'intelligence est aussi capable de mixer plusieurs mondes. Là, par exemple, via un prompt, on lui demande de mixer une vue telle qu'elle pourrait avoir lieu si on était sur une moto avec la vue Minecraft et de faire une espèce de fusion entre les deux. Donc au début, on est sur une vue où on voit un monde tel qu'il est dans Minecraft et on voit qu'il crée la transition pour passer ensuite sur une vue telle qu'on la voit si on était en train de rider une moto. Je veux dire, c'est quand même assez dingue. Ce qui fait peur aussi, c'est qu'en fait, là, on parle même pas d'une V1, quoi. C'est une V0, là. C'est-à-dire que quand on voit les progrès qu'a fait Midjourney entre la première version et la version qui est sortie récemment, et là, ce qu'ils sont capables, alors c'est leurs images d'illustration à eux, hein, mais ce qu'il est capable de sortir alors que l'outil n'est même pas encore disponible, qu'est-ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, quoi. Ouais, on ne sait pas si ça sera gratuit, si ça sera quelque chose qui sera payant, on ne sait pas du tout quel prix, mais c'est vrai que la puissance qui a été démontrée par tous les gens qui aujourd'hui peuvent utiliser cette intelligence artificielle-là est délirante, est vraiment délirante, et c'est quelque chose qui va changer l'avenir des vidéos, ça va pas remplacer les vidéastes, mais c'est clair que tout le monde va utiliser cette intelligence artificielle-là et que certains pourront se passer de vidéastes pour faire certaines productions parce que ça sera probablement suffisant. Allez, j'avais prévu qu'on parle du marché gris, mais finalement, on va faire ça dans le prochain podcast parce que je pense que sinon, ça va faire trop long. C'est pareil, les coups de cœur. Moi, mon coup de cœur, clairement, notre coup de cœur, c'était l'intelligence artificielle. Je pense que c'est clair. C'est une avancée incroyable. Les commentaires, on les a vus en grande partie avec le X106. Il y a quand même un commentaire sur lequel je veux revenir qui réagit. La dernière fois, on a parlé des logiciels de développement et on a réagi sur le fait que pour Luminar, ça allait pas très très bien malgré une politique marketing qui était quand même très très active, hein, parce que ils font énormément de collaborations de rémunérées.
En l'occurrence, ce commentaire dit que c'est la première fois qu'il entend du mal de ce logiciel et que lui, jusqu'à maintenant, en fait, il comprenait pas parce qu'il a testé lui-même le logiciel pendant quelques mois et il a eu de multiples échanges avec leur support. Et en fait, malheureusement, il s'est aperçu qu'il y avait dysfonctionnement sur dysfonctionnement en utilisant le logiciel et qu'il a fini par obtenir un remboursement total. Pendant ce temps-là, ils continuent leur matraquage marketing. Si jamais un jour tu veux faire une vidéo dédiée, je t'enverrai toutes mes preuves avec plaisir. On a dépassé le niveau de foutage de gueule avec eux. Je pense qu'une petite vidéo drama remontage de bretelles serait de bon ton. Moi, je le ferai pas, évidemment, ce drama-là, ça m'intéresse pas. Mais effectivement, c'est la réalité que aujourd'hui, le logiciel, il est pas si incroyable que ça et que la stratégie, c'est plutôt de faire parler du logiciel en rémunérant des créateurs et en espérant que ça suffise finalement à masquer des limitations et des bugs qu'a le logiciel qui, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui en parlent parce que finalement, ça intéresse pas tant de monde que ça. Voilà, mais je voulais quand même signaler ce commentaire-là. Moi, je voulais vous signaler que ça y est, mon van est vendu. Merci pour toutes les nombreuses sollicitations, mais évidemment, j'en avais qu'un. Donc, dans le prochain épisode, on reparlera du marché gris. Est-ce que c'est un bon plan ou non? On essaiera aussi de parler d'un autre sujet que j'ai recueilli en fait pas mal d'articles qui sont sortis depuis Noël de personnes qui se posent la question parfois, est-ce qu'on peut encore critiquer les marques? Est-ce que c'est permis finalement de travailler avec une marque et en même temps finalement se permettre de temps en temps de dire ça c'est un peu moins bien que d'autres choses? Évidemment, je vous donnerai mon point de vue, mais j'ai recueilli aussi pas mal de témoignages de gens de gens que je connais pas forcément, mais qui ont publié des choses à droite, à gauche, et qui ont publié des témoignages de collaboration qui s'arrêtent à la moindre critique. Et vraiment, ça pose parfois des questions. Mais en tout cas, ça, c'est le contenu du prochain épisode. Merci beaucoup, Douglas. Merci, Damien. Et on se revoit bientôt. Épisode 9 d'ici 2 semaines.